Imaginez une nuit en Méditerranée. Pas de lune, pas de bruit, juste le vrombissement discret de 2 chasseurs qui rasent la surface de l'eau à basse altitude. Ces pilotes ne font pas d'erreur de navigation. Ils savent exactement où ils vont. Et pourtant, quelque chose dans leur approche va déclencher l'une des démonstrations de supériorité aérienne les plus silencieuses et les plus absolues de ces dernières années. Ce qui s'est passé cette nuit-là au-dessus de la Méditerranée, c'est une leçon que peu de gens ont vue. Pas une bataille, pas une guerre, une démonstration de contrôle total. Et elle commence par une question que tout pilote de chasse redoute. Est-ce que quelqu'un me voit sans que je puisse le voir? Revenons au début. 2 rafales de l'armée de l'air française approchent d'une base avancée américaine. Ils volent bas, très bas. Pourquoi? Parce que basse altitude signifie moins de visibilité radar. C'est une logique simple. Plus vous êtes près du sol ou de l'eau, plus vous vous confondez avec les échos parasites que les radars captent naturellement. C'est ce qu'on appelle le vol en mode furtif tactique. Pas de la furtivité technologique, mais de la discrétion par la géographie. Sauf que cette approche a un défaut fondamental. Elle suppose que l'adversaire utilise uniquement des radars terrestres classiques. Et cette nuit-là, ce n'était pas le cas. À bord des F-22 Raptor qui patrouillaient dans le secteur, les systèmes de détection fonctionnaient d'une manière radicalement différente. Le Raptor ne se contente pas d'émettre un signal radar et d'attendre l'écho. Il fusionne des données provenant de capteurs multiples. Radar en mode LPI, c'est-à-dire à faible probabilité d'interception, imagerie infrarouge, détection électromagnétique passive. En clair, il vous voit sans allumer une seule lumière dans le noir, comme un prédateur à vision nocturne qui observe une proie équipée d'une lampe torche. Et les Rafales, eux, ne voyaient presque rien. C'est là que la situation devient fascinante d'un point de vue technique. Les pilotes français tentaient d'obtenir un accrochage radar sur les F-22. Et les retours étaient là, bref, fragmentés, jamais stables. Pourquoi? Parce que la conception du Raptor réduit sa surface équivalente radar à quelques centimètres carrés. Pour vous donner une idée, un F-22 sur un écran radar ressemble à peu près à un gros insecte. Un Rafale, lui, ressemble à un avion. La différence est massive. Donc d'un côté, 2 chasseurs modernes, capables, entraînés, mais qui naviguent dans un environnement qu'ils ne peuvent pas cartographier correctement. De l'autre, 2 appareils qui les voient en permanence avec une précision chirurgicale sans jamais trahir leur propre position. Ce déséquilibre, c'est la première couche du contrôle qui s'est exercée cette nuit-là. Mais ce n'est pas tout. Les F-22 n'ont pas foncé vers les Rafales en mode frontal, ils ont choisi une géométrie d'interception oblique. Concrètement, au lieu de bloquer la route, ils se sont positionnés légèrement en avance sur la trajectoire prévue, en décalage. Ça ne ressemble à rien de menaçant vu de l'extérieur. Mais pour les pilotes à l'intérieur, l'effet est immédiat. Chaque direction disponible devient progressivement moins favorable. Comme si quelqu'un rétrécissait une pièce autour de vous sans jamais toucher les murs. Vous bougez encore librement, mais l'espace utile diminue à chaque seconde. C'est une technique qu'on appelle le façonnage de l'espace aérien. Et c'est redoutablement efficace parce qu'elle ne provoque pas de réaction défensive immédiate. Elle installe une pression progressive, presque imperceptible jusqu'au moment où les options ont disparu. Puis viennent les accrochages. Un accrochage radar dans un cockpit de chasse, c'est un son précis, court, strident. Il signifie qu'un système d'armes adverse vous a localisé avec suffisamment de précision pour calculer une solution de tir. Ce n'est pas un avertissement, c'est une confirmation. Et cette nuit-là, les pilotes français ont entendu ce son. Puis ils ont manœuvré. Des virages serrés, des contre-mesures, des fusées éclairantes, larguées dans l'obscurité. Et le son a disparu. Pendant exactement 2 secondes, puis il est revenu d'un angle différent. C'est à ce moment précis que la réalité de la situation s'est imposée dans les cockpits. Ce n'était pas un accrochage, c'était une démonstration contrôlée. Les F-22 ne cherchaient pas à tirer. Ils montraient qu'ils le pouvaient, quand ils voulaient, depuis l'angle qu'ils choisissaient. Chaque manœuvre défensive des Rafales était anticipée, absorbée, contournée avec une aisance qui rendait la réponse presque inutile. Si cette séquence t'a autant frappé, qu'elle m'a frappé en la découvrant, un like aide vraiment d'autres personnes passionnées d'aviation à tomber sur cette histoire. Passons maintenant à la couche, qui est peut-être la moins visible, mais la plus déterminante, la guerre électronique. À partir d'un certain moment de l'engagement, les systèmes des Rafales ont commencé à se dégrader. Pas d'un coup, progressivement. D'abord, une légère augmentation du bruit de fond radar, puis des délais dans la mise à jour des données de position, puis des interruptions sur les canaux de communication, brèves, mais suffisantes pour forcer des répétitions. Et plus les pilotes tentaient de corriger, plus les corrections semblaient aggraver le problème. Changer de fréquence radar augmentait le bruit. Modifier le mode de balayage réduisait la portée de détection. Ce que les Rafales subissaient, c'est ce qu'on appelle du brouillage adaptatif. Pas un rideau électronique grossier qui bloque tout, mais une interférence ciblée.
intelligente, qui identifie les fréquences utilisées et y injecte juste assez de bruit pour rendre les données inutilisables sans couper le système complètement. C'est la différence entre couper l'électricité dans une maison et remplacer discrètement toutes les ampoules par des modèles qui grésillent aléatoirement. Le résultat, c'est une conscience situationnelle fragmentée. Vous voyez des choses, mais vous ne pouvez plus faire confiance à ce que vous voyez. Et pendant ce temps, les Raptors, eux, continuèrent à opérer avec une clarté totale. Quand les Rafales ont tenté la manœuvre de rupture, accélération franche avec divergence des trajectoires pour forcer les F-22 à se repositionner, l'ouverture créée a duré quelques secondes. Les accrochages ont disparu, l'interférence a baissé, c'était presque une sortie, et puis les Raptors sont simplement glissés vers de nouvelles positions, plus vite, plus proprement, et la géométrie s'est refermée. Sans agression, sans poursuite agressive, juste un ajustement d'une précision froide. Il y a quelque chose de profondément instructif dans ce moment. La manœuvre de rupture était techniquement correcte, elle aurait fonctionné contre beaucoup d'adversaires, mais elle avait été anticipée. Et dans un engagement où l'adversaire vous voit mieux que vous ne le voyez, chaque mouvement prévisible devient une information offerte. La confirmation est tombée dans les cockpits sous forme de données système. Confirmation de simulation d'engagement réussi. 2 avions, 2 solutions de tir calculées et validées sans un seul coup de feu tiré. Et c'est là que réside toute la philosophie de ce type d'engagement. La supériorité aérienne moderne ne se mesure pas à l'armement. Elle se mesure à la capacité à contrôler l'espace, l'information et les options de l'adversaire avant même que la phase cinétique ne commence. La décision dans les cockpits français a été rapide. Système dégradé, géométrie défavorable, avantage tactique inexistant. Continuer n'avait aucun sens. Les 2 Rafales ont modifié leur cap et se sont éloignés de la zone. Les F-22 ont maintenu leur position un court instant, le temps de confirmer la séparation. Puis ils ont grimpé en altitude et sur les écrans radar au sol, leurs signatures ont fondu dans le bruit de fond, disparu, comme s'ils n'avaient jamais été là. Ce que cette séquence révèle sur le F-22, c'est quelque chose que les fiches techniques ne capturent pas vraiment. Ce n'est pas seulement un avion furtif et rapide, c'est un système conçu pour gagner la guerre de l'information avant la guerre des missiles. La furtivité n'est pas une fin en soi. C'est un multiplicateur. Elle permet d'agir, d'observer, de positionner, de dégrader, tout cela sans jamais donner à l'adversaire la confirmation dont il aurait besoin pour répondre efficacement. Et les Rafales, dans cette histoire, ne sont pas les perdants d'un combat inégal. Ce sont des appareils de haute qualité, parmi les meilleurs au monde dans leur catégorie, confrontés à un adversaire conçu pour une doctrine différente, plus récente, plus intégrée. La leçon n'est pas que l'un est meilleur que l'autre dans l'absolu. La leçon, c'est que la supériorité aérienne est aujourd'hui autant une question de guerre électronique, de fusion de données et de furtivité que de vitesse ou de maniabilité. La prochaine fois que vous entendrez parler de chasseurs de 5e génération, pensez à cette nuit en Méditerranée. 2 avions qui voyaient tout, 2 avions qui ne voyaient presque rien. Et un résultat qui n'a pas nécessité un seul tir. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas hier sur la furtivité, la guerre électronique, ou simplement sur ce que signifie contrôler un espace aérien au XXIe siècle, pense à laisser un like. C'est ce qui permet à ces récits techniques trop souvent ignorés de toucher les gens qui méritent de les connaître.